Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 39 ans, je suis marié, papa de 2 enfants et je travaille pour la Fondation Calif pour lequel je suis le directeur adjoint. Je pense que depuis que je suis devenu papa, j'ai probablement plus pris conscience de l'importance de la santé mentale. Je pense que avant que le temps ne devienne extrêmement compressé, on ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça a justement de pouvoir avoir ces moments de respiration, de pouvoir se dire que ça a beaucoup d'importance parce que ça semble être assez naturel quand on a plus de temps à disposition pour s'en préoccuper. Mais du coup, comme on a du temps, bah, on ne s'en préoccupe pas tellement parce que c'est naturel. On a le temps pour quoi. Est-ce que je me suis préparé à cette paternité? Non. Je- Comme je disais, c'est quelque chose qui est tellement. Enfin, c'était espéré, c'est quelque chose qu'on voulait. Et du coup, on se focalise beaucoup plus sur le rôle de père que sur l'impact que ça va avoir dans notre vie. Comment est-ce que ça va s'organiser après. Oui, je m'y suis un peu préparé. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que je me suis un peu préparé en ce sens qu'avant même la naissance de mon premier enfant, j'avais déjà discuté avec mon employeur de possibilités de diminuer mon temps de travail, de comment est-ce qu'on pouvait agencer les horaires. Donc oui, si, il y avait quand même une partie un peu préparation. Donc je pense que je me rendais quand même compte que ça allait avoir un impact, mais peut-être que je ne me rendais pas compte que ce serait à ce point-là. J'ai envie de dire que je ne m'attendais pas à ce que l'arrivée du deuxième chamboule plus que l'arrivée du premier. Et quand on a l'arrivée du premier, ben oui, c'est un chamboulement qui est vraiment hyper important, mais on arrive encore à trouver les ressources. Déjà, on est deux pour un enfant avec ma conjointe, avec ma femme, et du coup, ben, on arrive plus facilement à se dire, ok, tu as besoin d'un peu de temps pour souffler, on arrive à trouver des solutions pour se soutenir l'un l'autre. Quand le deuxième arrive, ouais, il faut survivre, quoi. On vit quand même dans une culture où on a envie d'être bon partout, on a envie d'être bon professionnellement, on a envie de pouvoir, à nos âges en plus, entre 35 et 45 ans, on a envie de pouvoir continuer à construire sa carrière, on a envie d'évoluer et de vouloir être bon partout avec cette idée qu'on est tous un peu invincibles dans cette construction du self-made man et compagnie, ben, finalement on peut vite se griller. Donc c'est là où je dis que c'est important d'être capable de se rendre compte de ça et puis quand le deuxième arrive, pour ceux qui ont des deuxièmes qui arrivent, bah, c'est là où le temps devient encore plus compressé et puis on peut être beaucoup trop la tête dans le guidon et on peut se cramer, vraiment on peut se brûler quoi. Donc là il faut être très attentif. Ouais. Le rôle de père, je le vis avec un immense plaisir, c'est un bonheur. Ça fait monter l'émotion. Euh, c'est c'est un chamboulement dans une vie, mais c'est un émerveillement constant, c'est incroyable. Et en fait, c'est ça que je trouve absolument génial, c'est que euh, on a cet émerveillement et ça irradie dans toute notre vie. Donc en fait, oui, c'est hyper dur parce que évidemment qu'on doit se mettre de côté tout le temps, que ça a des conséquences sur comment est-ce que on se sent, etc. Mais ça apporte tellement de choses que c'est juste génial, quoi. J'ai toujours vécu dans un modèle qui est extrêmement classique. La maman qui s'occupe des enfants, beaucoup, énormément, et puis le papa qui s'occupe de ramener des sous à la maison, de faire en sorte que ça roule, que beaucoup le père puisse prendre les décisions, même s'il y avait beaucoup de discussions avec ma mère bien sûr, mais c'était quand même un peu le capitaine du bateau, et puis le père, enfin mon père, je le voyais très peu finalement, il était là dans les moments clés, mais c'était pas lui qui s'occupait des enfants. Et en fait, notre société, elle a aussi beaucoup changé parce qu'on donne plus d'importance au père dans la famille. On lui demande d'être. On demande aux deux, au mère comme au père, d'avoir une carrière, mais d'être aussi extrêmement présent dans la famille. En fait, c'est pas vraiment possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 100% à la famille, on ne peut pas être à 100% non plus au boulot. Il faut être capable de reconnaître ces limites-là. Et moi, dans la figure paternelle que j'ai connue, j'ai pas, mon père, je l'ai très peu vu finalement. Je passais quelques vacances avec lui de temps en temps. Je le voyais un peu les week-ends, mais les activités, les moments, c'est jamais été mon père qui est venu me chercher à la fin de l'école. C'est jamais lui que je voyais aux réunions de parents avec enfin, tous ces éléments-là qui sont en continu dans la vie de l'enfant. Ben, c'était pas avec mon père. Donc ce schéma-là, je pense il reste ancré dans notre culture
Et il met une pression un peu supplémentaire où bah, justement il faut être bon des deux côtés, quoi. Qu'il ne s'est pas senti dépassé. Je pense que la personne qui me dit non, non, moi j'ai tout maîtrisé, j'aimerais bien la rencontrer puis qui m'explique un petit peu ses tips parce que là je crois que c'est pas possible. Mais oui, bien sûr qu'on se sent dépassé, bien sûr qu'on se sent même à des moments complètement impuissant puis on ne sait plus comment on doit faire. Et puis quand on a une journée où on s'est fait dégommer au boulot et puis que on sait que la nuit, elle va être hachée en 4 ou 5 morceaux et puis qu'il va falloir donner un petit peu d'espace pour que ma femme puisse dormir et puis inversement, quand c'est elle qui prend le relais. Et puis qu'on sait que le lendemain, on a 3 réunions d'affilée qui sont importantes et qu'il faut quand même être là. Bien sûr qu'on se fait dépasser. Je me souviens de nuits à essayer de faire endormir l'un de mes 2 enfants et puis en fait on y passe 2 heures et puis on est complètement éclaté le lendemain matin puis on a des réunions importantes puis on sort de la réunion puis on se dit mais on a parlé de quoi dans cette réunion puis on n'en a aucune idée, véritablement on n'en a aucune idée. Aussi des moments où on se sent complètement seul parce qu'on est seul avec les 2 enfants puis on se dit mais je sais absolument pas ce que je dois faire là maintenant. Même des moments où on se dit mais en fait je suis en train de dépasser mes limites donc de dire ok volontairement je m'écarte de mes enfants, je ne veux pas prendre de risques. Parce que ça, c'est un vrai risque dont on n'a pas forcément connaissance avant d'avoir des enfants. Là, je pense à toutes des émotions qu'on n'arrive plus à réguler quand on est dans ces situations où ça déborde. Vraiment, ça déborde, quoi. Mais c'est là où vraiment, moi, j'ai eu une immense chance. C'est que j'étais dans un environnement professionnel où, d'une part, c'était possible. C'est-à-dire que quand j'ai posé la question si je pouvais diminuer mon temps de travail, j'ai eu une oreille attentive en face qui m'a dit on en discute, on essaye de trouver des solutions. Donc c'était particulièrement soutenant, sans pour autant oublier le rôle professionnel, de dire que malgré tout, on diminue le temps de travail, mais il y a des attentes. Et puis l'employeur, ben, il est là pour rappeler qu'il y a des attentes, qu'on a un contrat de travail, qu'on est là pour bosser. Et je pense que j'ai eu cette chance-là d'avoir une chef qui a trouvé le juste milieu entre soutenant et cadrant. Et c'était particulièrement aidant dans des périodes comme ça qui étaient compliquées. Donc oui, j'ai pu diminuer mon temps de travail, j'ai pu réduire à 80%, ce qui me permettait d'avoir une journée complète avec les 2 enfants. Donc c'était un immense luxe. Et en plus de ça, de pouvoir agencer mes horaires de sorte à ce que je puisse terminer un petit peu plus tôt le soir pour pouvoir aller les récupérer à l'école, etc. Donc c'était vraiment un environnement très très privilégié. Vraiment, c'était une très grande chance dont j'ai bien conscience. Quand il y en a deux, faut saisir les petits moments privilégiés. Et faut pas, je pense qu'il faut aussi savoir ce qui ressource, mais qui ne prend pas trop de temps, qui n'impacte pas trop fort dans la vie de famille. Donc il faut parfois se dire juste 10 minutes, je prends 10 minutes, dire à son conjoint, sa conjointe, ben, je te passe le relais pendant 10 minutes, là j'ai juste besoin de m'aérer, faire un tour du pâté de maison, revenir. Et déjà ça, en fait, on n'a pas forcément besoin d'une demi-journée où on va aller faire 3 matchs de tennis, d'aller faire une sortie sur le lac, sur un bateau ou bien d'aller en montagne, mais voilà, de simplement juste se prendre ces petits espaces et puis de se rendre compte de la valeur que ça a, ces tout petits moments-là où on peut sortir la tête de l'eau, respirer, reprendre un peu de hauteur et puis ensuite revenir dans le quotidien. Je pense que c'est extrêmement précieux. Et puis quand c'est possible, quand on a suffisamment de relais autour de soi, enfin, d'avoir vraiment du monde autour de soi qui peuvent prendre le relais pour s'offrir des espaces, ben, on se rend compte de la valeur que ça a, ces espaces, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est parfois par flemme, par facilité, on a tendance à se dire j'ai besoin d'une petite bulle de respiration, je laisse jouer les enfants ensemble et puis je scrolle bêtement sur mon téléphone. En fait, non. Prendre un livre, ouvrir un livre et puis faire la même chose, laisser les enfants jouer pendant 10 minutes, mais ouvrir un livre, ça n'a pas la même qualité quand on a besoin de se ressourcer, même si c'est un magazine, mais ça n'a pas la même qualité que ce pouvoir hypnotisant qu'a le téléphone, mais qui ne ressource jamais. Donc il faut être capable de les laisser de côté et de dire mais ça sert à rien ce que je suis en train de faire là maintenant. Je prends un moment sur le canapé ou je prends un moment dans mon lit, puis j'ouvre un livre, je coupe, je suis pas en train de... C'est un enfer ces téléphones, il faut juste les poser. Et puis ça ressource tellement plus d'ouvrir un bouquin, d'ouvrir un magazine ou d'aller faire un tour du pâté de maison pendant 10 minutes, ça n'a pas du tout la même valeur. Alors je peux parler que en jeu, c'est-à-dire que ce que moi j'ai vécu et qui m'aurait soutenu d'un point de vue sociétal quand moi je suis devenu père,
C'est d'avoir une politique plus forte dans la politique de garde d'enfance, par exemple. Ça nous a pris un peu de temps avant de pouvoir avoir des places en crèche, etc. Donc forcément qu'on jongle avec les grands-mères, etc., pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour quand même bosser, parce que devoir démissionner parce qu'on n'a pas de garde d'enfants, c'est quand même pas idéal, mais c'est encore ce que connaissent un grand nombre de familles ici à Genève. Donc d'un point de vue sociétal, je pense que nous, ce qu'on a vécu à toute petite échelle, parce que c'était 6 ou 7 mois dans lesquels on n'avait pas de solution de garde pour les enfants, et où on a dû vraiment se poser la question, lequel des deux va devoir démissionner, et la question est assez rapidement répondu. C'est en gros celui qui a le plus haut salaire qui va devoir continuer à travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, et celui qui a le plus bas salaire qui n'a pas la possibilité de continuer à travailler. Et là, de nouveau, d'un point de vue sociétal, il y a encore un écart trop important entre hommes et femmes. Donc voilà, c'est ça, d'un point de vue politique, il faut avoir une politique de la petite enfance au sens large. Il faut bien sûr avoir une politique salariale qui permette d'avoir un véritable choix, si c'est le souhait des parents, de pouvoir décider véritablement qui veut s'occuper des enfants et que ce ne soit pas qu'une question de celui qui a le plus haut salaire. Voilà, là, ça c'est d'un point de vue sociétal on pourrait améliorer d'un point de vue plus politique. Ensuite, je pense qu'à Genève, il y a ce qui ressort de la politique, mais c'est aussi encourager d'avoir des endroits qui sont chouettes. Je ne me souviens pas le nombre incalculable de mercredi matin, samedi matin, ou à 7 h du mat, on se retrouve entre parents avec des cernes comme ça sous les yeux à se dire bah voilà, moi je suis dehors, j'ai pas de café où je peux aller pour pouvoir être à l'abri parce qu'il pleut des cordes, et donc je suis là avec mes 2 enfants pour essayer de faire en sorte que l'autre conjoint dorme un petit peu. Je vais où? Ben, il y a un tea room à Genève qui est ouvert à 7 h du matin où tous les parents se retrouvent, et il y a à peine un semblant de salle de jeu pour que les enfants puissent s'occuper. Ben voilà, proposer à des entreprises, en les soutenant peut-être un petit peu, mais de pouvoir avoir un tea room avec des espaces de jeu pour les enfants, des restaurants comme par exemple le propose un air de famille où il y a un espace où les enfants peuvent jouer pendant que les parents vont manger ensemble. C'est tout des petites choses comme ça où en fait il faut juste soutenir, parce qu'un business model où il y a une salle de jeu de 100 mètres carrés, ça n'existe pas, ça serait pas viable, mais de pouvoir juste avoir des collaborations avec un petit soutien politique, économique, qui permet à des tea rooms de se créer pour qu'il y ait des espaces comme ça, pour que les familles puissent se retrouver, avoir des endroits un peu sympas. Bah, à Genève, il n'y en a pas beaucoup, et ce serait vraiment, vraiment chouette, quoi. Et ça permettrait d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Euh, donc c'est des petits trucs comme ça, je pense, qui mériteraient d'être encouragés pour qu'on puisse se dire ouais, c'est chouette d'avoir des enfants à Genève. Ça encourage à avoir des enfants à Genève. Et ça manque encore un petit peu. Ce serait bien que ce soit plus trop le parcours du combattant de devenir parent à Genève, quoi. De s'écouter, déjà de s'écouter soi-même, de juste se dire mais qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi est-ce que j'ai besoin pour que je me sente bien dans mon rôle de père, de pouvoir s'écouter et parler. Parfois il y a un certain nombre de pères qui n'osent pas discuter avec leur chef en se disant mais mon chef va me dire que non, c'est à moi de me débrouiller parce que la vie privée c'est la vie privée puis ça ne regarde pas l'entreprise. Parlez avec votre chef, discutez de quelles sont les possibilités. Parfois il y a encore malheureusement des entreprises qui ne considèrent pas du tout le rôle de père voilà, la famille c'est la famille et le rôle professionnel c'est le rôle professionnel, mais non, c'est pas aussi, ça marche pas en silo, c'est la même personne, c'est le même individu, et donc c'est forcément extrêmement lié, et d'avoir quelqu'un qui est complètement épuisé en arrivant au travail parce qu'il n'arrive pas à concilier sa vie professionnelle et sa vie privée, c'est pas utile non plus et pas rentable non plus pour une entreprise, donc il faut tenir compte de ça. Donc parler avec son chef, parler avec sa famille, parler avec ses amis, parler avec d'autres pères, c'est toujours une bonne idée, tout en tenant compte de ses propres besoins. Donc toujours s'écouter. Si ce qui fait du bien à un futur père, c'est d'être seul, d'aller se ressourcer en nature, d'aller en montagne, d'aller sur le lac, d'aller en forêt, d'aller faire un match de volley, je ne sais pas quoi, il faut écouter ça, parce que c'est grâce à ce qui nous fait du bien avant d'être père qu'on va pouvoir se ressourcer en étant père. Donc être vraiment à l'écoute de ses propres besoins, mais être bien conscient qu'on n'aura pas le même espace pour pouvoir avoir ces moments de ressources, et se dire que c'est pas grave. C'est pas grave de ne plus avoir 2 ou 3 heures d'affilée ou un week-end complet d'affilée pour faire ce qu'on aime, mais de pouvoir le refaire à toute petite échelle, ça fait déjà un bol d'air et c'est génial. Donc
Et puis parler avec sa femme, pour les pères, parler avec sa femme, parler avec son conjoint quand c'est pas sa femme, mais parler avec la personne avec qui vous allez avoir un enfant, ça sauve des familles, ça sauve des couples, quoi. Vraiment.